Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier tous les organisateurs de cette journée, d'avoir invité notre groupe à participer à cette journée fort intéressante. Donc, il n'y a pas meilleure introduction que celle qu'a faite le docteur en ce qui concerne l'analyse de la composition corporelle. En fait, mon intervention va se dérouler sur trois étapes. D'abord, on va parler un peu des compartiments corporels. Et après, je vais faire une petite revue des différentes techniques de mesure de la composition corporelle. Et je vais vous présenter ensuite quelques travaux de notre équipe, groupe de recherche en nutrition et santé maternelle et infantile. Donc, la mesure de la composition corporelle, elle est essentielle, comme on vient de le souligner. D'abord, elle permet l'appréciation globale de l'état nutritionnel pour les malades, notamment les malades hospitalisés, dénutris, donc qui ont besoin d'une prise en charge nutritionnelle adaptée. Elle permet l'analyse et le suivi des variations des compartiments corporels dans différentes situations, aussi bien physiologiques que pathologiques. Donc, on peut parler dans différentes, enfin, on peut utiliser cette technique dans différents domaines, comme c'est souligné ici, en médecine, dans l'état nutritionnel, je me répète, et aussi en médecine du sport. Pour les athlètes, la performance maintenant, surtout dans certains sports, dans le sport à catégorie de poids, les sports de combat, donc là, les personnes ils doivent conserver un poids fixe, mais surtout ne pas perdre de la masse maigre et conserver ce poids jusqu'au jour de la compétition. Les sports de force qui nécessitent une certaine musculature au niveau de certains membres, comme les sports de lancer ou autres. En esthétique, bien sûr, pour qu'il y ait une répartition équilibrée des compartiments. Et en anthropologie, pour les études anthropologiques pour les différentes ethnies. Donc, comme on l'a souligné il y a quelques minutes, la mesure du poids à lui seul ne suffit plus. Donc déjà en 1850, en 19e siècle, Justus van Liebig, j'espère que je prononce bien, a déjà fait une remarque sur la composition du corps humain. Et il a remarqué qu'il contient certaines substances présentes dans notre alimentation. En effet, le corps humain il est constitué d'éléments de densité différentes. Donc on parle de tissu adipeux, musculaire, os et eau. Et ces compartiments corporels peuvent être modifiés dans différentes situations physiologiques ou pathologiques. Donc plusieurs concepts ont été développés. Il y a des gens qui parlent de modèle anatomique, pardon, voilà, c'est l'anatomie atomique, il y a moléculaire, cellulaire, tissulaire et le concept à compartiments. Il y en a plusieurs pour les compartiments, il y en a 2, 3 et 4 compartiments. Donc, on va parler des modèles anatomiques. Le modèle anatomique est le plus ancien. C'est un modèle surtout descriptif. Il permet de comprendre l'organisation spatiale des différents constituants de l'organisme et le niveau d'interconnexion entre les compartiments. Et il y a le modèle biochimique. Alors, ce modèle biochimique, il sépare les compartiments en fonction de leurs propriétés chimiques, donc eau, lipides, protéines et autres. Et ces données biochimiques, elles sont directes. Elles sont limitées parce que ça a été fait sur des cadavres, des autopsies. Au total, la littérature, on a trouvé une cinquantaine d'études faites sur cadavres. Donc, mais quand même, elles nous ont rapporté quelque chose. On a pu savoir la densité moyenne de la masse maigre et de la masse grasse et l'hydratation moyenne du corps humain. Donc, c'est déjà un plus. Il y a les modèles physiologiques qui sont les plus récents et qui ont permis de décomposer le corps humain en compartiments. Donc, il y en a plusieurs, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Il y a les modèles à 2 compartiments, 3 ou 4 qu'on va voir tout de suite. Donc, il y a le modèle à 2 compartiments qui décompose le corps en deux parties, la masse maigre et la masse grasse. Donc, ici, les chiffres que vous voyez ici, c'est des moyennes pour des sujets standards. Donc, pour l'homme, masse grasse 15% et la femme 23%. La masse maigre ou masse non grasse. Donc, généralement, on la déduit, c'est le poids moins la masse grasse, et elle comporte l'eau, les organes et la masse osseuse. Alors, comme ça a été souligné, donc on peut perdre 50% de masse grasse, c'est bien. Mais par contre, si on perd 50% de masse maigre, surtout sur une courte durée, c'est grave, c'est une diminution de l'immunité. Donc, ça risque d'avoir des conséquences néfastes pour l'individu. Alors, le modèle à 3 compartiments, là, il subdivise la masse maigre en 2 compartiments. La masse cellulaire active
et l'eau extracellulaire. Donc en plus de la masse grasse, on a la masse cellulaire active et l'eau corporelle, l'eau extracellulaire. Donc la masse cellulaire active, c'est l'ensemble des cellules des différents organes et les muscles. Elle constitue l'essentiel des protéines de l'organisme. L'eau extracellulaire, donc c'est l'eau du liquide interstitiel et l'eau corporelle totale en fait. Le modèle a 4 compartiments. Là, on devient de plus en plus précis. La masse maigre est subdivisée en 3 sous-compartiments. C'est la masse cellulaire active, l'eau extracellulaire et la masse minérale osseuse. Donc, Brožek déjà a essayé de décomposer le corps humain, a schématisé, si vous voulez, la répartition des différents compartiments. Il y a le modèle à 2 compartiments, masse maigre, masse grasse, et la masse maigre en masse minérale osseuse, protéines, eau intra- et extracellulaire. Donc ici, c'est la composition corporelle de sujets standards, c'est des pourcentages qui ont été faits, donc on ne peut pas le prendre comme généralité, surtout qu'il y a une différence entre les ethnies et entre les individus, et sans oublier que cette composition corporelle varie en fonction de l'âge et du sexe. Maintenant, la deuxième étape, je vais essayer de décrire les différentes techniques d'analyse de la composition corporelle. Elles sont nombreuses. Certaines d'entre elles sont réservées à la recherche, vu leur lourdeur et ils sont plus sophistiquées. Donc ces méthodes sont en général des méthodes indirectes, avec des niveaux d'agressivité et de précision variables. Donc ici, j'ai essayé de décrire toutes les techniques. Il y a d'abord la méthode directe dont j'ai parlé tout à l'heure de la dissection ou l'étude sur cadavre, donc ça remonte au 19e siècle. Les mesures de densité corporelle dans l'anthropométrie et la densitométrie. Il y a des techniques dont le principe est la mesure de l'eau corporelle. Et à partir de l'eau corporelle, on déduit les autres compartiments. Donc je cite l'impédance-métrie bioélectrique, la dilution isotopique et le Tobeck. Et d'autres techniques qui sont encore plus sophistiquées, plus lourdes et surtout plus chères. Donc la mesure de la densité corporelle pour la densitométrie et l'anthropométrie. On va commencer par l'anthropométrie qui consiste à mesurer les longueurs, les circonférences de notre corps. Elles sont nombreuses surtout et pour chaque mesure, il y a une équation adaptée. On va commencer par le tour de taille dont on a parlé en long et en large hier, donc qui est corrélé aux maladies cardiovasculaires et au diabète. Il permet d'avoir une distribution abdominale et glutéo-fémorale des graisses, donc qui permet de différencier obésité androïde et obésité gynoïde. Et dont les normes pour la femme sont inférieures à 80 cm et pour l'homme à 95. Donc, comme je viens de souligner, le tour de taille est très corrélé aux modifications de la masse grasse abdominale et il augmente avec le risque cardiovasculaire et le diabète. Ce graphique le montre bien, donc avec une corrélation très importante entre le tour de taille et la masse grasse viscérale ou abdominale. Il y a un autre indice qu'on utilise, mais qui utilise le poids et la taille, c'est l'indice de masse corporelle ou le Body Mass Index, donc c'est le poids divisé par la taille au carré, mais l'inconvénient, comme on l'a dit, c'est que ça ne permet pas de distinguer masse grasse et de la masse maigre, la masse grasse de la masse maigre. Donc ça a été classifié, l'OMS a émis cette classification en 2003, donc les grades de dénutrition, le sujet normal c'est entre 18,5 à 24,9, après c'est le surpoids et au-delà de 30 on parle d'obésité. Comme vous le voyez sur ce schéma, à BMI égal, c'est sûr que ces deux personnes n'ont pas la même composition corporelle. La première technique, après la mesure des circonférences, c'est l'estimation de la masse grasse qui est basée sur la mesure des plis cutanés. Donc généralement, on utilise un compas de Harpendenois d'hypomètre. C'est une technique qui consiste à prendre la peau entre le pouce et l'index et prendre ce pli entre les deux becs du compas et on étudie, et on lit sur le cadran l'épaisseur du pli et on rapporte cette lecture ou ces plis, la somme de ces plis à des formules. Donc cette technique, elle a des inconvénients, c'est qu'elle est dépendante de l'opérateur, est-ce qu'il est expérimenté ou pas. Est-ce qu'elle est reproductible? Et il y a aussi des problèmes d'handicap chez les sujets obèses. Parfois, la pince, l'aiguille, elle fait 2 ou 3 tours. Donc, pour les gros obèses, c'est vraiment pas pratique ni fiable. Donc, ici, c'est des photos représentant un petit peu les plis. Ici, le pli bicipital qui se prend à mi-distance entre l'olécrâne et l'acromion. Le pli tricipital.
le sous-scapulaire. Le sous-scapulaire, c'est au niveau de la pointe de l'omoplate, on prend le pli, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, et le suprailiaque au-dessus de la crête iliaque. Donc ces 4 plis, on les introduit dans une formule de Durnin et Wemsley. On calcule la densité corporelle. Donc ici, la densité corporelle varie en fonction du sexe et de l'âge. Le C et le M, c'est des constantes qui varient en fonction de l'âge et du sexe. Et les 4 plis qu'on a décrits tout à l'heure, c'est le logarithme des 4 plis pour qu'on puisse avoir le pourcentage de la densité et bien sûr le pourcentage de masse grasse. La deuxième technique, je vais la passer brièvement parce qu'elle est aussi trop sophistiquée et n'est pas utilisée dans la clinique courante, c'est la densitométrie. Elle permet de déterminer la densité du corps, c'est l'hydrodensitométrie ou la plétismographie. Donc elle mesure la densité par pesées successives dans l'eau et dans l'air. Donc il y a aussi différentes formules, celle de Brożek et celle de Siri, qui permettent de déterminer le pourcentage de masse grasse. Et la deuxième étape de ces techniques, c'est les techniques qui dépendent dans le principe et à la mesure de l'eau corporelle. Donc on va commencer par l'impédancemétrie bioélectrique qui a été proposée depuis 1962 par Thomasé. Donc ici, c'est la machine qu'on utilise dans notre groupe, c'est le Bodystat. Donc le principe de cette technique, il est basé sur la capacité des corps hydratés à conduire un courant électrique. Donc c'est un courant électrique alternatif de faible intensité qui traverse notre corps et on peut en déterminer l'eau corporelle totale. Totale entre guillemets parce que ça dépend de l'appareil. Est-ce que c'est un impédance-mètre monofréquence, ou multifréquence? Pour les monofréquences, généralement c'est les faibles fréquences, ça ne fait que traverser le milieu extracellulaire. Donc du fait, ça ne détermine que l'eau extracellulaire. Par contre, qu'un impédance-mètre multifréquence, donc il peut aller jusqu'à 200 kHz, ça traverse et le milieu intracellulaire et extracellulaire et on a de l'eau corporelle totale. Et ensuite, on détermine la masse maigre, vu que le facteur d'hydratation est de 73%, donc 73% de la masse maigre est constituée d'eau. Et on en déduit l'autre partie, et le poids moins la masse maigre nous donne la masse grasse. La technique, elle est simple. Le sujet allongé en décubitus dorsal, en repos 5 à 10 minutes. Il est préférable de la pratiquer le matin à jeun, vessie vide, côlon vide pour essayer d'éliminer tout ce qui peut interférer. On introduit dans la machine le poids, la taille, l'âge, le sexe de l'individu ou de la personne. Et c'est 2 électrodes qui sont placées au niveau de la main et au niveau du pied. Et on lance l'analyse. On a les résultats dans les 30 secondes qui suivent. Donc les avantages de cette technique, c'est qu'elle est simple, rapide, réalisable en routine au lieu du malade sur le terrain. Si on fait une étude épidémiologique à longue échelle, donc on peut l'utiliser sur le terrain. Et le coût, il est vraiment faible. Les inconvénients, c'est que ne prend en considération que les membres. 10% du temps sont pris en compte. Et dans les états œdémateux, où il y a des troubles hydroélectrolytiques avec les œdèmes, donc les résultats sont peu fiables. La deuxième technique, qui est aussi une technique de référence et une technique grâce à laquelle on peut valider l'impédancemétrie, c'est la technique des dilutions isotopiques. Là, on utilise 2 isotopes, ou bien c'est de l'eau deutérée, ou bien c'est l'eau doublement marquée, c'est l'oxygène 18 et le deutérium. Donc ça consiste à ingérer de l'eau avec un isotope stable, soit le deutérium ou l'eau doublement marquée, et on fait des collectes de salive après chaque heure si on veut faire le graphique total, ou bien après 3 heures et 4 heures, ou après que l'isotope s'est stabilisé au niveau du corps. Donc la dose elle est variable en fonction de l'objectif de l'étude et aussi en fonction de la technique qu'on va utiliser. Donc on peut utiliser comme prélèvement les urines, la salive ou le sang. Donc c'est une technique qui a été reconnue en étant non toxique aussi bien pour la femme enceinte que pour l'enfant. Et c'est une méthode de référence. Mais le matériel reste coûteux et dans la plupart des cas, il est réservé à la recherche. Donc j'ai dit tout à l'heure que la dose varie en fonction de la technique parce qu'on peut analyser par 2 machines, l'isotope ratio masse spectre ou un spectrophotomètre de masse, qui nécessite de très faibles doses, de l'ordre de 100 mg par kilo, et le Fourier Transformed Infrared Spectrometer ou FTIR qui nécessite des doses assez élevées, on peut aller jusqu'à 30 grammes. La troisième technique dans le principe et la mesure de l'eau corporelle, c'est le TOBEC, mais c'est une variante de l'impédancemétrie. Dans le matériel, plutôt le prix du matériel et sa lourdeur la rendent dissuasive.
Et l'avantage majeur de elle ne présente pas d'avantage majeur par rapport à l'impédance métrique, qui est simple, peu coûteuse et les résultats aussi sont fiables. Ici, je ne fais que citer les autres techniques. La DEXA, l'absorptiométrie biphotonique, elle est connue surtout pour mesurer la densité osseuse. C'est les rhumatos qui l'utilisent le plus souvent pour la densité minérale osseuse, surtout si la femme est en préménopause et en ménopause. La résonance magnétique nucléaire, le potassium total, l'activation neutronique, mais c'est des techniques très lourdes et très coûteuses réservées à la recherche. Ici, c'est un tableau où j'ai dressé les différentes techniques dont je viens de parler, les plus cutanées, impédancemétrie, DEXA, densitométrie, dilution isotopique. Donc, plus la technique est simple, moins elle est précise, donc, surtout pour les plus cutanées. Donc, et plus elle est sophistiquée, elle est précise, plus les difficultés sont nombreuses et les difficultés surtout techniques et la durée de l'examen. Donc notre groupe, qui est le groupe de recherche en nutrition et santé maternelle et infantile, a utilisé ces techniques dans certains travaux. On est un peu focalisé sur le nutrition et cycle de vie. On fait des études sur la femme enceinte, sur le nouveau-né, sur la femme en âge de procréer, le sujet âgé, le sportif aussi. Donc pour valider ces techniques, il faut dire que ces impédances mètres, elles ont été adaptées à une population caucasienne. Donc pour nous qui avons un teint particulier, c'est sûr qu'il y a des différences. Et on essaie d'adapter de nos propres équations, des équations adaptées à une population marocaine. Donc nous travaillons en général dans le cadre d'alliances internationales. Donc ici, c'est une alliance internationale pour l'intra-uterine growth restriction, retard de croissance intra-utérin, qui consiste, l'objectif était de valider la technique d'impédancemétrie par la technique de dilution isotopique chez la femme enceinte et recherche d'éventuelles corrélations avec le poids de naissance. Des études ont parlé de corrélation de l'eau corporelle de la femme avec le poids de naissance. Donc nous, on a essayé de voir un peu ce qui se passe au niveau du Maroc, en collaboration avec l'Agence internationale d'énergie atomique, et tous ces pays faisaient partie de cette coalition. Donc ici, les graphiques représentent un peu la variation du poids au cours de la grossesse. Donc automatiquement, il y a une prise de poids chez la femme au cours de la grossesse. Donc ici, c'est l'eau corporelle totale, comme la dilution isotopique et l'impédancemétrie bioélectrique, leur principe, c'est la mesure de l'eau corporelle. Donc on constate ici une augmentation de l'eau corporelle entre les différents trimestres, aussi bien pour la technique de dilution isotopique que pour l'impédancemétrie bioélectrique. Ici aussi, c'est l'eau corporelle totale intra- et extracellulaire mesurée par impédancemétrie. Vous remarquez que ça commence au premier trimestre. Le premier trimestre, c'est 12-14 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est presque 30, c'est en litres, c'est 30 litres. Le deuxième trimestre, c'est la 28e semaine, 32. Et 34e semaine, c'est 32,95. Donc, il n'y a pas la grande variation, c'est entre le premier et le deuxième trimestre. Pour la dilution isotopique, on retrouve la même chose, mais avec des chiffres différents. Bon, juste pour rappel, je reviens, c'est des 30, 32, 32, 95. Pour la dilution isotopique, c'est presque 30, 32, 36. Donc là, il y a la plus grande différence, c'est au troisième trimestre. On a essayé de corréler les deux techniques. Effectivement, elles sont très corrélées. Les coefficients de corrélation sont à 0,8, donc avec des petits p de l'ordre de 0. Donc ça prouve que une technique ou l'autre, donc les résultats de l'impédancemétrie sont aussi fiables. Un autre travail, c'est pour l'allaitement maternel, donc qui entre aussi dans le cadre d'une alliance internationale pour la promotion de l'allaitement maternel. Et la particularité de cette étude, c'est qu'on a mesuré aussi le zinc au niveau du lait maternel, mais on ne va pas en parler. Donc les questions qu'on s'est posées, est-ce que l'allaitement maternel chez une population marocaine est-il exclusif ou non? Et la quantité de lait ingéré chaque jour par le bébé. Donc avant, comment est-ce qu'on pouvait quantifier la quantité de lait prise par le bébé? C'est par des pesées avant et après allaitement. Ça restait approximatif. Avec la technique de dilution isotopique ou l'utilisation d'isotopes stables, on est de plus en plus précis. Ces graphiques représentent un petit peu on peut différencier les personnes ou les femmes qui allaitent exclusivement au sein et d'autres qui introduisent d'autres liquides à leur bébé, que ce soit le lait artificiel ou de l'eau. On a ici au Maroc cette habitude de donner des tisanes. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté, mais surtout pour les coliques abdominales. Alors ici, le tracé en bleu, c'est la quantité de deutérium qui diminue
dans l'organisme de la mère, et en rouge, c'est la quantité de deutérium ingérée. Donc ici, ça diminue, ici, ça augmente. Donc l'enfant est en train de prendre l'isotope stable, et ça nous permet de dire ici que cette personne allait exclusivement au sein. C'est là et c'est là. Par contre, c'est là, non. Il y a une petite quantité, donc il y a d'autres liquides qui ont dilué cet isotope stable et qui nous prouvent et qui nous confirment que ces personnes ne donnent pas exclusivement le sein. Une troisième catégorie d'études que nous menons dans le cadre aussi d'une alliance internationale, c'est l'étude de la composition corporelle des sujets âgés et de la dépense énergétique, donc par le lot doublement marqué. Donc je ne vais pas en parler pour ne pas être long. Le sportif aussi, on s'est intéressé un certain temps aux sportifs de haut niveau. On a pris comme exemple un centre sportif de Pointe, qui est le centre sportif des Forces armées royales. On a pris 164 athlètes, dont 48 femmes et 116 hommes, appartenant à 10 catégories de sports différentes, pour voir un peu quel est le sport, la différence de composition corporelle en fonction du sport. Donc pour l'impédance-métrie, là on n'a pas utilisé des isotopes stables, on a utilisé juste l'impédance-métrie bioélectrique. Pour les femmes, on a trouvé une moyenne de 22% de masse grasse, alors que pour les hommes, c'est presque 12%. L'eau corporelle totale est de 50 et pour les hommes, c'est de 58. Pour les mesures anthropométriques, juste pour voir la différence et la pratique de cette technique, est-ce qu'elle est fiable ou pas, on a trouvé, par contre, un peu plus. Chez la femme, 23 au lieu de 22, et chez l'homme, 13% au lieu de 11. Donc en conclusion, l'analyse de la composition corporelle, elle nous permet de suivre l'état nutritionnel des patients malades ou hospitalisés, mais aussi de suivre la composition corporelle des personnes qui suivent un régime particulier, un régime amincissant notamment. Donc on a intérêt à ce que cette personne perde de la masse grasse, donc on va suivre ce compartiment. Donc on recherche, la plupart des méthodes, comme je l'ai dit, sont très difficiles, enfin pas très difficiles, c'est-à-dire ça demande beaucoup de moyens, aussi bien humains que financiers, et il est souhaitable d'utiliser 2 techniques pour valider l'une par l'autre. Par contre, en pratique clinique ou en suivi, l'anthropométrie qui est simple et facile et à la portée de tout le monde, il y a le problème de précision, comme j'ai dit tout à l'heure, et de reproductibilité. Pour la même personne, elle peut trouver les différentes mesures à 3 ou 4 mesures répétées. Et pour l'impédance-métrie bioélectrique, elle reste la seule technique utilisable en routine et en pratique courante. Et elle donne des résultats vraiment des résultats fiables. Je vous remercie.